Bienvenue dans un portrait en série. Voilà, on en fait encore un de plus avec, cette fois-ci, je reçois Miko, que vous connaissez sans doute mieux que moi. Ou pas. Ou pas, Ou pas. je sais pas, on peut être surpris. Miko qui est entre autres animateur sur Énergie. Tu fais du Twitch et YouTube aussi beaucoup, plus personnellement, j'ai l'impression. Beaucoup trop. Beaucoup trop. Beaucoup trop. C'est vrai que je vois qu'il y a beaucoup de mises à jour de cette chaîne, effectivement. C'est assez intéressant, mais je vais te laisser te présenter pour, voilà, qui es-tu? Eh bien, bonsoir Fred, monsieur Série pour commencer. Bonsoir tout le monde. Je suis Miko, un jeune, entre guillemets, hein, parce que dans ma tête je suis toujours jeune alors que j'arrive vers les 47 ans. Mais dans ma tête, je suis toujours jeune, animateur télé, radio, réalisateur, geek, passionné de cinéma, de culture pop et compagnie. Voilà. Et de science-fiction surtout, beaucoup de science-fiction fantastique, c'est mon dada. Ça, j'avais cru le comprendre. C'est pour ça que je me suis dit, ce serait quand même pas mal intéressant justement de te recevoir pour en discuter, parce qu'on aurait une vision différente peut-être du parcours sériel d'une personne, parce que j'ai beau l'avoir fait une vingtaine de fois, à chaque fois j'ai quelque chose de tout à fait différent. Bah oui, ça dépend des expériences, de l'âge, de notre rapport aux séries, à la télévision et à ce qu'on avait comme programme à l'époque. Voilà, suivant l'âge qu'on avait, sachant que moi je suis né en 76, donc j'avais que 3 chaînes pendant longtemps et ça s'est joué à Dallas au début, hein, donc c'était Dallas, voilà, la première série. Ah oui, d'accord, donc dès l'enfance, Dallas. Ah bah tu sais, oui, il y avait pas beaucoup ça n'existait pas, hein, les séries télé. La seule qui vraiment c'était l'événement, ça passait le samedi soir sur TF1, c'était Dallas et c'était la série qui réunissait la famille. Vraiment, j'ai un souvenir de la famille autour de la télé, tous ensemble à regarder les aventures de la famille Ewing. Vous n'aurez pas les pétroles Ewing. Ça fait des souvenirs. Mais c'est ça, ça répond à une question aussi de comment tu l'as vécu niveau famille. Est-ce que c'était accompagné? Est-ce que c'était en famille? Complètement. J'ai vraiment des vrais souvenirs. Alors moi, j'ai pas une énorme famille, hein, j'ai juste une petite sœur et mon papa et ma maman. Et à l'époque où on avait un papa et une maman. Maintenant, on peut avoir plein de choses. Et c'était vraiment souvenir tous ensemble. Allez, ça commence. On regarde et première série en famille. Ouais. La seule, je crois, hein, parce que très vite après, chacun est parti de son côté. Oui, voilà. C'est ça que je pense, c'est qu'au bout d'un moment, on finit par regarder ces choses un peu. C'est la première seule série qui nous a tous réunis devant la télé à l'époque. D'accord. Donc même pas parce que j'essaie de chercher, parce que voilà, je ne suis pas cette année-là non plus, mais est-ce qu'il n'y avait pas déjà de dessins animés, de choses un peu Non. C'était très très pauvre, hein, la télévision. Franchement, j'ai dû attendre un peu plus tard pour avoir Récréa 2, pour avoir des dessins animés, pour commencer à m'intéresser moi. Mais là, je te parle vraiment, j'étais gamin et c'était pas moi le maître de la télécommande à ce moment-là, tu vois. Non, on était une télécommande parce qu'on allait changer les chaînes. Ouais, c'est vrai en plus. C'est ça. Donc on commence par Dallas, un gros morceau, bien connu, et voilà. Et donc tu en as gardé des souvenirs de famille. Est-ce que depuis tu as revu des épisodes? Non, t'as laissé ça dans le passé. Non, mais c'est pas un truc qui me donnerait envie de me refaire les saisons et tout. Voilà, ça reste un souvenir d'enfance, mais de là me retaper toutes les aventures de JR, l'alcoolo et non, je suis passé à autre chose après. D'accord. Et justement, mais tu es passé à quoi après? Alors, moi, premier souvenir vraiment de série auquel je suis accroché, ça me ramène à une émission qui passait le samedi après-midi sur TF1 qui s'appelait La Une est à vous. Ah bah oui. Et à l'époque, c'était donc une émission qui proposait 4 séries. Enfin, plusieurs séries avec 4 thèmes différents. Tu avais le thème policier, le thème fantastique, il y avait plusieurs thèmes et dans ces thèmes-là, il y avait 3 séries de proposées et en fait, on demandait aux téléspectateurs de l'époque d'appeler avec le téléphone pour voter, pour voir leur série préférée. Et j'ai des souvenirs vraiment d'avoir découvert, par exemple, des épisodes de la 4e dimension, le samedi après-midi, Superboy. Et c'est une émission et j'appelais, moi, gamin, pour voter pour ma série préférée. Et quand celle-ci était diffusée, j'avais l'impression d'avoir une espèce de pouvoir, genre, yes, c'est grâce à moi, j'ai influé sur le cours de la programmation. Et j'étais très très accroché à cette émission le samedi après-midi. J'ai pu découvrir des séries comme ça.
Et puis plus tard, ça a été vraiment avec l'arrivée de la 5 qui a tout révolutionné. Où là, la 5 a débarqué à un moment donné où pendant très longtemps, comme je t'ai dit, on n'avait que 3 chaînes. Et la 5 est arrivée avec tout son import, son flot d'import des US, quoi, des States, toutes ces séries. Mais c'est-à-dire que on est passé de 1-2 séries qui passaient à la télé à toutes. J'ai tout découvert sur la 5. J'ai tout découvert, toutes les séries, les K2000, les tonnerres mécaniques, les supercopters, les Riptide, les Wonder Woman, les Star Trek, j'ai tout, les Twin Peaks. Voilà, merci la 5 pour ça. Pour le coup, on avait un large choix et je me suis très 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 vite fixé sur Star Trek. Ah oui, ça j'ai cru comprendre. Ah ouais, non, Star Trek, ça a été ma révélation. Je me souviens complètement. Ça passait tard, hein, ça passait en deuxième partie de soirée ou troisième, 22h, 23h30. Ça passait tard. J'étais étudiant, j'allais au lycée le lendemain, ou même pas, j'étais même plus jeune, je crois, j'étais encore à l'école. Et je suis tombé par hasard sur Star Trek. Il a suffi d'un seul épisode pour m'accrocher. Hein. Chaque semaine, j'étais là devant mon écran à suivre les aventures de Kirk, Spock et compagnie. Et jusqu'à maintenant, je suis un Trekkies pur et dur. Voilà. Et il suffit d'un épisode, comme quoi. Ah oui. Ah mais vraiment. Mais bon, j'avais déjà des prédispositions pour tout ce qui est alien, extraterrestre, monde lointain. Oui. C'était déjà un sujet qui me passionnait, de par la 4e dimension qui abordait pas mal de fois ces thèmes-là. Et ça a été une révélation. Et jusqu'à maintenant, je me souviens du premier épisode que j'ai vu, c'était le piège des Tholiens. Et je connaissais pas l'équipage, mais j'avais de l'angoisse pour ce capitaine qui disparaissait, qui était entre deux mondes sur 2 plans en même temps, des concepts très, je devais avoir 12 piges, j'ai trop kiffé, quoi. J'ai trop kiffé. C'est marrant parce que c'est vrai que la 5 et l'histoire de la 5 est assez passionnante aussi à voir. Il y a des chaînes YouTube qui en ont refait des documentaires avec Berlusconi et toutes ces magouilles qui font que mais mine de rien, c'est lui qui a amené toutes ces séries-là. C'est vrai. Le marketing, mais c'était fou. Il y avait beaucoup de poitrine, c'était vraiment à l'italienne, quoi. Il y avait beaucoup de demoiselles un peu dénudées, et tu sentais qu'il y avait du pognon, hein, parce que la chaîne avait débauché tous les animateurs des autres chaînes, y compris TF1, et tous les animateurs stars de TF1 s'étaient retrouvés sur la 5. Ils savaient débaucher pas mal à l'époque. C'était sur la chaîne de Ludovic B. Je sais pas si tu connais. Il a fait en fait l'histoire de la télévision en France, et dedans il parle justement de la 5, de comment ça s'est passé, de comment ça s'est terminé, et tous les trucs entre eux. Et il faudrait une série juste sur ça. Ça pourrait faire un truc très intéressant. D'autant que je me demande, c'est la première et c'est surtout la dernière fois qu'on a vu une chaîne s'éteindre en direct, en événement, où les mecs étaient là, dans la salle de montage, avec le banc de montage, où on te montre le geste du mec qui fait le fondu enchaîné pour dire « c'est la fin, c'est fini ». Et on a tous assisté à ça, l'enterrement d'une chaîne. Ouais, c'était fou. Et donc, dans la une est à vous, je suis étonné que tu n'aies pas cité Manimal. Mais alors, Manimal, oui, ça m'a marqué, mais le problème, c'est que cette série... il n'y a que 9 épisodes. Oui, mais en fait, parce qu'à chaque fois que j'entends parler, quand j'entends parler de La Une est à vous, ou quand j'en parle, etc., c'est vrai qu'il y a plein de séries, mais dedans, il y a le Manimal qui est l'espèce d'ovni. Ouais, je votais plus pour Superboy. Oui, je comprends. Moi. Voilà, si vous êtes tapé des épisodes de Superboy le samedi après-midi, dites-vous que c'est en partie à cause de moi, parce que j'appelais souvent, je votais plusieurs fois. Je voulais voir cette production, très mal faite d'ailleurs, qui a très mal vieilli, mais je suis un grand fan de Superman. C'était la seule chose que je pouvais mettre sous la dent en termes de télévision à l'époque. Il n'y a pas de Superman, il y a Superboy, on va prendre quand même. Je prends, c'est les mêmes producteurs, et je prends. Parce que ceux qui te regardent sur Twitch ou même sur YouTube, je pense que le fond que je vois derrière toi, Superman, etc. Je pense que tu peux pas. Ça trahit un peu ma passion, effectivement. Il y a juste, on a un intrus qui est là, Spider-Man. Sinon, le reste c'est que du Superman. Oui, c'est ça. C'est vrai que j'ai beau chercher, je ne vois Supergirl dans le fond, peut-être. Oui. Voilà. Elle fait partie de la famille. Oui, voilà. Évidemment, c'est la cousine. Ça reste en famille. Et donc ensuite, après la 5 qui t'a fait découvrir donc Star Trek et pas mal d'autres choses, là-dedans il y a
il y a des génériques par exemple qui t'ont marqué plus qu'autre chose. Je le fais parce que je guide vers quelque chose, parce que voilà, dans un blind test peut-être. Non, j'ai pas de blind test. Hein, ah non, j'aurais été bon. Alors je suis très bon sur le blind test série télé des années 80-90. Je suis assez bon. À partir du moment où tu kiffes une série, le générique en fait partie. Donc oui, là tout de suite, je sais pas pourquoi me vient en tête Code Quantum, une série qui est passée sur M6 dans les années, je sais plus quand, fin 80 peut-être, début 90. Ouais, fin 80, début 90, effectivement. Et j'avais déjà été accroché par la bande-annonce. Parce que à l'époque, quand une nouvelle série arrivait comme ça, on l'annonçait en grande pompe, c'était une fierté. Maintenant, j'ai l'impression il y a tellement de séries, il y a tellement d'offres, c'est plus événementiel. Alors qu'à l'époque, quand il y a une série qui débarquait sur M6, une nouvelle série, genre, je sais pas, Lois and Clark, ou vraiment, ils faisaient des grosses annonces, ils allaient à la rencontre des comédiens, ils en faisaient la promo. Il y avait des émissions spéciales, il y avait je sais plus comment elle s'appelait, cette émission de série sur M6, présentée par Laurent Veil à l'époque, et qui s'intéressait à l'univers, qui nous présentait l'univers avant de devoir débarquer la série. Et donc quand j'ai vu la bande-annonce de Code Quantum, je dis oh là là, un délire sur le voyage temporel, mais moi c'est mon truc. Et le générique m'a marqué de Code Quantum. D'accord. Et donc là, on ne demande pas de te le chanter, c'est tout ce que je demanderais. Je ne le ferai pas moi, donc je vais pas le demander à d'autres de le faire. C'est gentil. Donc là, oui, à peu près 12-13 ans. Ça, c'est des choses que tu regardes surtout toi, plus du tout en famille, plus vraiment de partage. Non, j'ai vite été dans mon coin, un peu sauvage, un peu solitaire, à dîner en famille et à manger plus vite que les autres, à finir le premier, à me lever de table et à m'enfermer dans ma chambre, dans mon monde. Un peu sauvageron, léger. D'accord. Et ensuite, quelle autre série t'a marqué ? Écoute, j'ai souvenir d'une série qui m'a complètement marqué jusqu'à maintenant, qui m'a embarqué. Mais tu sais, ça fait partie de ces séries. T'as l'impression que déjà, elle a été faite pour toi, et 2, tu es le seul à l'avoir vue. Tu en parles autour de toi, personne n'en a jamais entendu parler, tout le monde s'en fout, et t'es le seul, mais complètement ouf sur cette série, à dire au plus grand nombre, mais c'est vachement bien, donnez-lui sa chance, c'est mortel. Et complètement passé inaperçu, une série qui date de 95, je crois, qui passait à l'époque sur une excellente chaîne qui diffusait pas mal de séries très sympathiques aussi, c'était Canal Jimmy. Et cette série, ça s'appelle VR5. Alors VR5, c'est une seule saison en 13 épisodes. On va faire une tête genre je cherche mais je vois pas du tout, mais elle est passée totalement inaperçue. Une série fantastique avec Laurie Singer, avec je connais plus le nom. Avec David McCallum. Avec David McCallum, absolument. Avec le comédien qui joue le bibliothécaire dans Buffy. Anthony Stewart Head, c'est ça? Exactement. Franchement, Louise Fletcher qui jouait le rôle de l'infirmière Ratchet dans le film Vol au-dessus d'un nid de coucou. Donc un beau casting déjà. Et vraiment une histoire qui m'a accroché direct. Pareil, je suis juste tombé sur le teaser et j'ai vu des effets un peu, j'ai vu que ça parlait de réalité virtuelle. On est en 95, quoi. Matrix n'est pas sorti, la réalité virtuelle, mais on n'est même pas tous encore, on possède pas encore tous des PC à la maison. Et cette série est vachement en avance sur son temps, trop d'ailleurs, je crois, parce que je pense qu'elle n'a pas marché aux États-Unis et moi j'ai accroché, mais direct. Non, il y a eu que 13 épisodes. 13 épisodes et ça se finit sur un gros cliffhanger qui m'a bien stressé, tellement stressé que il y avait une émission à l'époque qui s'appelait Destination Série sur Canal Jimmy. Tu en as parlé avec Alain Carazé, son présentateur. Ouais. Et j'avais écrit une lettre puisqu'il avait il y avait le courrier des lecteurs en fin d'émission et il répondait à une lettre. J'avais envoyé ma lettre et j'ai eu la chance d'être tiré au sort. Il m'avait répondu en live en me disant désolé. Il n'y a pas eu de saison 2, ça n'a pas été renouvelé. J'étais dégoûté de chez dégoûté parce que ça se termine vraiment sur une grosse fin ouverte. Je l'ai vu cette série. Et en fait, t'as pas marqué. Mais je viens d'avoir un flash parce que j'ai toujours eu des flashs de ces personnes avec les casques noirs en verre. Parce que c'était vraiment, à l'époque, c'était un truc de fou, la VR. C'était le début. En fait, c'était dégueulasse, faut bien dire ce qui était. Dégueulasse, c'était vraiment dégueulasse. Mais c'était bien foutu, quoi. Et en fait, là, je viens d'avoir un flash et je me dis, c'était ça, en fait. C'était cette série.
Ça y est, ça remonte. Il y a des souvenirs qui remontent. Je t'ai fait Ah oui, là, c'est dingue. Et j'étais complètement fou de cette série. J'ai en DVD. Punaise. Je savais pas ça. Tu vois, ça m'intéresse parce que moi, j'ai des vieilles copies VHS, images pourries. Je pense pas que le DVD soit de très bonne qualité. Non, mais. Et j'avais acheté à l'époque la bande originale. J'avais acheté le CD en import, une musique que j'écoute encore jusqu'à maintenant, qui est folle. Il y avait une vraie. Moi, j'aime bien les projets ultra créatifs. Il y avait une vraie créativité dans cette série. Il y avait un traitement de l'image particulier. Il y avait tout un délire où justement l'héroïne t'emmenait elle rentrait dans ton subconscient par le biais du virtuel en fait, par un coup de fil. Et le coup de fil pour toi ne dure qu'une demi-seconde et en fait ça peut durer super longtemps dans ton subconscient. Et quand t'es dans le subconscient, ça joue avec les couleurs. Il y a des mélanges de noir et blanc, de couleurs flashy. C'est vachement bien. Et il y a une double intrigue. Non, c'était top. C'était vraiment top. Oui, voilà, mais c'est dingue. Voilà, mais tu vois, ça c'est ma petite pépite à moi. C'est mon petit truc à moi. Je sais que personne ne l'a vu. Je peux en parler. Enfin, malheureusement, je peux en parler avec personne. Mais je suis très fier d'avoir soutenu cette série. Et je la regarde encore souvent, je me refais des épisodes et je me dis putain la vache, c'était vachement bien pour l'époque quoi. Ouais, c'était. Et puis bon, après évidemment, il y a eu X-Files. X-Files, moi X-Files, je suis pas tombé dedans pendant la diffusion. J'ai un peu raté le coche pendant la diff parce que je suis déjà tombé dessus des soirs, je mettais ça en fond, tu vois, dans ma chambre pendant que je faisais autre chose. Et j'entendais que c'était un mélange de séries policières et avec des touches de fantastique. Et il a fallu que quelqu'un me la survende à mort pour que je me dise, tu vois, moi, je vais peut-être regarder. Et l'erreur que j'ai faite, c'est qu'à l'époque, il sortait des épisodes en cassette vidéo. Et c'était pas forcément le premier épisode, tu vois. Ça pouvait être des épisodes de fin de saison, mais il te comptait 2 épisodes pour t'en faire un épisode spécial. Donc, j'avais acheté la cassette vidéo. Et l'épisode c'était Anasazi, celui avec les Indiens, et j'avais rien capté. Je ne savais pas qui est qui. Je captais rien. C'est comme si tu commences la série à la fin, quoi, à l'épisode cliffhanger. Donc je lui ai redonné une chance. J'ai acheté les cassettes à l'époque, et jusqu'à maintenant, chaque soir, je me mets un petit X-Files pour m'endormir. Voilà. Ah oui, c'est je connais cette série par cœur. Il y avait un jeu à l'époque, dommage, il n'existe plus sur portable, sur téléphone. Ça s'appelait Quiz Up. C'était des quiz sur tous les sujets. Et il y en avait un qui était consacré à X-Files. Et je commence à jouer, tu vois. Je me prends au goût et je me mets comme défi d'arriver number 1 France dans les points. Et les mecs, il y en a, ils jouent depuis je sais pas combien de temps. Tu commences avec 0 points. Les mecs, ils ont genre 4 milliards de points. Je le ferai. J'ai répondu. J'ai joué tous les jours comme un acharné. Je suis arrivé premier mondial en X-Files. Donc évidemment, j'ai fait la capture d'écran parce que je dis bon, je vais pas maintenir le truc, je vais pas jouer tous les jours pour garder mon trophée. C'est fait maintenant, c'est bon. C'est fait, c'était une petite fierté, mais ouais, X-Files. Grosse folie, X-Files. Et alors justement, tu dis voilà, cassette, etc. Donc en VF. Oui, en VF, ouais. Et donc depuis, tu l'as vu, je suppose, en VO. Ben pas tant que ça. Pas tant que ça. Je suis très très attaché à la VF, à Caroline Beaume et Georges Caudron qu'on avait reçu à l'époque à la radio. Et j'adore la voix de Mulder, j'adore la voix de Scully. Et j'ai tenté en VO. C'est vrai que Scully, bizarrement en VO, enfin sa vraie voix, elle a une voix vachement plus aiguë, beaucoup plus haut perché. Mm-hmm. Mais non, il y a des trucs comme ça. Moi, je suis très VO. Hein, je regarde tout en VO. Il y a même des séries que je regarde en VO et après en VF, tu vois, pour avoir vraiment tous les ressentis. Mais en général, les trucs que j'ai regardés enfant, gamin, adolescent qui m'ont marqué, j'ai du mal à les regarder en VO. Tu vois, tous les films, les Rocky, les Retours vers le futur, c'est pas impossible pour moi. Tu vois, les Bruce Willis, je peux pas regarder un Bruce Willis en VO, quoi. Ouais. Pour moi, c'est la voix de Patrick Poivret. Bon, je l'ai super mal faite, mais mais il y a un attachement. Je suis très très attaché aux comédiens de doublage. Moi, il y a des voix, la voix de Francis Lax, par exemple, dès que je l'entends, mais ça me ramène en enfance, dans les feuilletons que je regardais, les dessins animés, tout, quoi. Donc, ouais, je suis très attaché au doublage. Même si je regarde des trucs en VO, tu vois, par exemple, j'ai regardé la série Ragnarok.
Ouais. Je l'ai regardé en VO. C'était du finlandais, du danois, du je sais pas quoi, mais je l'ai regardé en VO. Squid Game, je l'ai regardé en VO. Voilà. Mais c'est vrai que les séries d'enfance, j'ai du mal. Ouais. Ouais, c'est ça. Ça fait bizarre de ne pas entendre les mêmes voix. Ouais. Il y a un petit blocage qui se fait. Il faut le passer ou Mais pas. oui, parce que le souvenir est attaché aussi bien à l'image qu'au son, quoi. Donc, au timbre de voix, même si c'est pas leur voix à eux à la base, mais ça fait partie des souvenirs aussi. Tu finis par connaître même parfois les dialogues par cœur et tu dis, mais c'est pas ça qu'il dit en vrai. Ouais. Tu sais, quand tu m'en veux, tu dis, ah mais non, mais c'est pas le même tournure de phrase. Ah, j'aime pas pas trop. Tu vois, je préfère le nom de Zeus que Great Scott. Et puis on a bien vu que par exemple les Simpsons, finalement, étaient souvent mieux en français. Ouais, carrément. Voilà. Carrément. Bon. Donc là, X-Files, tu regardes, voilà, tu as découvert X-Files un peu de façon compliquée, on va dire. Oui, mais ça, à partir de là, j'ai bien rattrapé le truc. Ouais, j'ai bien rattrapé le truc et je suivais toutes les saisons après sur M6. J'avais même été invité par M6 en avant-première quand ils ont je sais plus c'était la saison 10 ou 11, enfin quand ils étaient revenus une première fois avec saison 10, ouais. Saison 10. J'étais hypé de malade. Moi, j'étais un petit peu déçu par la suite, mais sur le papier, le retour de Mulder et Scully, je dirais yes. Mais finalement, moi, le retour de Mulder et Scully, je l'ai préféré sur l'espèce de mini-série audio qu'ils ont fait sur Audible. Oui. Et avec les voix françaises, voilà, en plus. Donc ça, moi, je peux te conseiller. Et là, j'étais là, je retrouve un truc que j'avais pas avec la saison 10 et 11. Non, ça n'allait pas. Là, il y avait... Il y a certains épisodes qui sont sympas, mais sur la longueur, franchement, ça tient pas tellement la route. Et tu te dis, peut-être dommage. Ils auraient peut-être dû en rester là. C'est dommage. Mais bon, c'est la mode de maintenant, de tirer sur la corde, de remettre au goût du jour des trucs qui sont passés, qu'on a vu 20 fois, que les reboots, les remakes, il y a plus trop de création. C'est un petit peu dommage. Oui. Après, bon, parfois, on peut avoir des bonnes choses. Non, parfois il y a des bonnes choses. Moi, j'ai découvert là récemment la dernière série Star Trek, Strange New Worlds, première saison. Moi, qui suis un énorme fan de la série originale des années 60, j'ai retrouvé l'esprit, mais complètement. Vraiment un bel hommage, des bons clins d'œil, pas trop appuyés, mais juste qu'il faut des bonnes histoires, surtout des bonnes histoires. C'est surtout ça qui manquait. Moi, j'ai adoré. Je suis pas un fan de Star Trek ou qui peut regarder tout. J'ai regardé beaucoup de choses. J'ai pas tout vu. J'ai détesté Discovery, par exemple. M'en parle pas. J'y arrive pas. C'est une trahison, quoi. C'est pas possible. Voilà, je pense que ça va fâcher pas mal de monde. Mais Strange New World, quand je l'ai lancé, très frais. Des premiers épisodes, je fais ok, j'en veux encore. Ouais, vraiment ultra intéressant, bien moderne au niveau de l'image, même si c'est censé se passer avant les aventures de Kirk. Ils ont fait ça quand même intelligemment parce qu'ils ont réussi à mélanger de la technologie de maintenant avec des vieux bruitages de l'époque, avec des vieux visuels. Donc ça fait la blague. Franchement, ça fait la blague. Et on adhère complètement aux aventures du Capitaine Pike et de son équipage. Ouais, clairement. Bon, on revient en arrière parce que là, on fait des bons là. On fait des bons. On est comme Sam dans Code Quantum. J'espère qu'on va pas rester bloqué parce que c'est un peu affreux. Donc après X-Files, tu pars vers quoi? Alors. Dans les dates, je dois me tromper parce qu'avant il y avait Code Quantum que j'ai saigné aussi. Vraiment que je regardais tous les épisodes, je les enregistrais. C'est une série qui m'a tellement botté que moi je suis passionné de montage depuis ma plus tendre enfance. J'adore faire du montage. Et je m'amusais à refaire les génériques. S'il y a des génériques, ils changeaient souvent les génériques suivant les saisons. Ils prenaient des images issues de la série différentes. Et je me dis non, je peux faire mieux. Et je m'étais fait mon propre générique, du coup que je remettais devant les épisodes. Et j'avais fait un générique hyper classe en reprenant des éléments du générique américain. Cette série, je l'ai vraiment saigné. Alors je me souviens, il y a un soir, donc je travaillais déjà avec Koei à l'époque, donc on parle de ça. Code Quantum, c'était dans les années 90. C'était en 95. Un soir, je propose à Koei de passer à la maison pour regarder des épisodes de Code Quantum. Et en fait, on s'en est enchaîné 4 ou 5, je crois. On a fait ça toute la nuit.
J'avais fait une sélection. J'avais montré genre tous les épisodes que je préférais. Et on s'était fait quasiment une nuit blanche de Code Quantum toute la nuit. Et lui n'avait jamais vu ça en fait. Si, il regardait la série, mais il connaissait pas tous les épisodes et il connaissait pas les meilleurs, tu vois. Donc il m'avait dit vas-y, fais-moi une petite sélection, et je lui ai fait une petite sélection aux petits oignons. Il y a vraiment des épisodes vraiment mortels, et j'ai toujours été frustré par la fin en fait. Je sais pas si tu te souviens de la fin, mais oui, bien sûr. J'ai réacheté les DVD il y a pas longtemps. Tu vois ce message écrit blanc sur fond noir, il a du mal à passer jusqu'à maintenant, quoi. Je pense qu'il a du mal à passer pour beaucoup de fans de la série. Et, il y avait de l'espoir avec le remake, le reboot, le retour, enfin l'espèce de suite finalement. Ouais. Écoute, pour avoir vu le pilote. Je suis plutôt content qu'il ait échappé à ça, notre ami Sam Beckett, parce que c'était pas très bon. C'est pas très très bon. J'ai pas kiffé. Ouais, c'est la même chose en fait. C'est la même chose, mais en moins bien. C'est ça. Le cœur y est pas. Enfin, il y a. T'as l'impression que c'est uniquement mercantile et essayer de faire connaître à une génération cette série que ils pourraient redécouvrir, parce qu'elle est pas si vieille, les effets sont plutôt corrects et il y en a pas tant que ça joue beaucoup sur les situations et les personnages. L'avantage justement, quand on en reparlait, on avait refait le pilote et on avait refait un double épisode un peu spécial dans le podcast. Ce qui était l'avantage de cette série-là, c'est que même si niveau image elle a vieilli, comme ça part dans le passé tout le temps, c'est pas grave en fait, ça passe. Ouais, bien sûr, ça s'inscrit dans l'image de l'époque ou complètement. On est dans les années 50, c'est bon, ça ok. Mais ce que ça raconte, c'est toujours d'actualité. Oui. Voilà, parfois tristement, mais les discriminations, tout ce que. Et je pense que ils ont raté le coche, parce que il y a plein de thèmes actuels qui auraient pu être intéressants à traiter dans cette série, tu vois. Le côté trans, enfin voilà, il y a plein de thèmes de maintenant qu'il y avait peut-être pas à l'époque, mais c'était très intéressant, c'est super intéressant, ça pointait, ça mettait vraiment le doigt sur des soucis de notre de notre monde qui sont pas réglés. C'est pour ça que j'aimais beaucoup aussi Star Trek. Ah oui, Star Trek était une vision totalement utopiste où fini les problèmes entre nous, il y a plus de racisme, il y a plus tout ça, on est passé à autre chose, et on est tourné vers les étoiles et la rencontre des autres. Et moi, c'est un futur qui m'a toujours botté, et plus ça va et moins on s'y approche, j'ai l'impression. Là, on va plus vers du Idiocratie. Je sais pas si t'as vu ce film. Oh oui, bien sûr. C'est pas un documentaire, bon sang. C'est clair. C'est plus proche de ça que la version de Gene Roddenberry, que je vais toujours respecter. Oui, non, mais c'est ça. L'avantage justement de Star Trek, c'était ce côté, on est dans le futur et ok, il y a des choses qui se passent qui sont un peu dangereuses, voilà, des ennemis, mais globalement, ça donne un espoir pour la race humaine de se dire que on est tous ensemble, quoi. On est ensemble, ça s'est bien passé, on a évolué, on a trouvé des choses. Oui. Ah, c'est rassurant. Mais bon. Et quand tu penses que le premier baiser interracial à la télévision américaine, on le doit à Star Trek, quoi. C'est fou. Enfin, pour moi, ça arrive tellement tard, les années 60, quoi. Enfin. C'était hier, il y a pas si longtemps, et ça me paraît ultra tard. Enfin bon, bref. Oui. Bon. En tout cas, ils ont fait avancer les choses. Clairement. Donc là, Code Quantum, c'était fin 80, début jusque 93 pour les 5 saisons. Ouais. Après, j'ai dû enchaîner avec le Lois and Clark. Les mardis, c'est permis, 2 épisodes le mardi soir sur M6. Bah oui, forcément. C'était, étant un grand fan de Superman, après, je prenais ce qu'il y avait à prendre, tu vois, je savais, je voyais que c'était une série plutôt humoristique, un peu légère, mais j'ai kiffé quand même, voilà. À revoir maintenant, ça me brancherait pas, tu vois, me refaire les épisodes, pourquoi pas 1 ou 2 qui m'ont marqué, genre avec Tempus ou des personnages comme ça, mais c'était bien sur le moment, voilà, c'était assez frais, c'était rigolo, mais ça reste pas non plus dans mes mémoires actuellement, quoi. Non, c'est vrai qu'on avait. Mais j'avoue que Terry Hatcher était plutôt fraîche, Dinkel faisait le boulot, il y avait, c'était frais, et puis bon, c'était à une époque où, on n'avait pas grand chose à se mettre sous la dent en matière de super-héros. Non. C'était pas comme maintenant. Tiens, en parlant de ça, ici, il y avait la série Flash des années 90 qui m'avait bien marqué aussi, qui était mortelle, elle était super bien foutue.
Avec l'acteur qui jouera le rôle du père de Dawson par la suite. Ah oui, j'ai jamais vu Dawson, mais. Ah bah oui, c'est son père donc. J'ai vu qu'il avait repris son rôle de Flash dans la nouvelle série Flash. Ouais, et ça, j'ai trouvé ça hyper. Et c'est ça que j'aime bien chez DC Comics, à l'inverse de chez Marvel, c'est qu'ils ont un peu. Bon, on va mettre de côté Henry Cavill qui s'est fait virer pour rien, le pauvre, mais ils ont quand même un peu l'esprit de famille, tu vois. Ils rappellent des anciens personnages pour reprendre le rôle. Il y a des caméos, on n'oublie pas les. Et moi, j'aime bien, tu vois, quand je regarde une série comme Supergirl et que je vois que son père c'est Dean Cain et que sa mère c'est Helen Slater, la Supergirl du film des années 80. Bah, c'est fait kiffer, tu vois, quand je vois la mère de Clark Kent dans Smallville, que c'est Lana Lang qui jouait dans Superman 3. Ça me fait kiffer de retrouver des personnages que j'ai connus, ça fait plaisir. C'est vrai qu'ils ont enfin, je sais pas si c'est pas en train de changer un peu malgré tout, mais jusque là ils ont eu un côté très famille. Ouais, jusqu'à maintenant un truc très familial. Ça a peut-être changé avec James Gunn. Ouais. Ouais, j'ai peur pour l'avenir, j'ai vraiment peur. Oui. Surtout que là, moi, ce que je pensais, je me suis dit, ça c'est le mec, c'est le cheval de Troie, il arrive de Marvel en fait, il prend la possession du truc, et il va se mettre sur tous les projets. C'est ce qui est en train d'arriver. On a appris que c'est lui qui est en train d'écrire le Superman et qui va le réaliser. Je pense qu'il va se mettre tous les gros projets pour lui, et puis le reste. Ouais. On verra ce que ça donne, effectivement. On avait un espoir qu'on n'ait pas un côté marvelisation du. Ah bah là, c'est mort. Là, je crois que c'est mort. Alors que les gens commencent à en avoir marre du côté Marvel, justement. Là, ça y est, ça fait 20 ans, on commence à ne plus en pouvoir. Eux, ils s'y engouffrent. Là, mais les gars, vous avez 20 ans de retard, on n'en peut plus, on est en overdose, et là, vous allez vous y mettre. Bah, c'est mort. C'est mort. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué, effectivement. Donc voilà, Lois et Clark, donc par lycée permis, voilà, donc tu continues dans ce genre de série, toujours un peu fantastique, un peu. Et tu sais, quand une des premières séries qui t'a marqué, c'est la 4e dimension, bon ben. Ouais, c'est difficile d'aller. Ça laisse des traces, quoi. Et donc là, on est quasiment lycée, je pense, ou un peu avant. Alors, par la suite, j'ai plus trop de souvenirs de séries télé parce que moi, j'ai commencé la radio assez jeune. J'ai commencé à l'âge de 17 ans. D'accord. Et dès 17 ans, je bossais sur le morning. Donc, ce qu'on appelle le morning, c'est le 6h, 9h. Donc, c'est-à-dire qu'à 17 ans, je me levais à 4h du matin, tu vois. Donc, c'est sûr que pour avoir des séries, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, ouais. C'est un peu compliqué. Donc, j'ai pas trop de souvenirs de séries. Si, j'ai découvert, mais bien plus tard, Twin Peaks en cassette vidéo. J'avais acheté le coffret. Mmh. Parce que je trouvais le coffret hyper joli et ça m'intriguait, en fait. J'avais beaucoup entendu parler de Twin Peaks. Je connaissais le titre, mais je ne connaissais que le titre. Je ne savais pas de quoi ça parlait. Je savais pas avec qui c'était. Donc, Twin Peaks, je me souviens, mais très très bien. J'habitais encore chez mes parents. Je mets la première cassette dans le magnétoscope. Je mets play. Bon, premier épisode, ok. Le meurtre d'une jeune demoiselle dans une petite ville où apparemment tout le monde se connaît. Elle est bien sous tout rapport. Et un agent du FBI qui vient enquêter. Bon, sur le papier, oui, pourquoi pas. Donc le premier, ouais, sympa. Je mets le deuxième. Bon, ça continue. Et là, je mets le troisième. Et dans le troisième, on commence à injecter du what the fuck. On commence à injecter le rêve avec le nain dans la salle, la Black Lodge. On commence à injecter du mystère. Et à partir du moment où moi j'ai vu la scène avec le nain qui parle à l'envers et qui danse sur du jazz, putain, c'est pour moi ça. Ça c'est barré, ça c'est pour moi. J'ai accroché direct, mais direct. C'est jusqu'à maintenant, je regardais, je suivais, je voyais pas trop où ça voulait en venir, tu vois. Oui, et à partir du moment où il y a eu ce rêve que Dale Cooper fait, où il se voit lui dans le futur avec la morte qui lui révèle qui l'a tué à son oreille et que nous on n'entend pas, et que l'épisode se termine comme ça, je dis oh là là, yes. Et ça m'a emporté. Tout le côté mystique. Alors j'ai beaucoup de mal à revoir les 2 premières saisons pour le côté soap opéra, tu vois, le côté amour, les histoires d'amour entre personnages, tout ça, ça m'intéresse pas. Moi j'aime vraiment l'enquête policière et le côté ultra mystique. Et j'ai trouvé mon compte et mon bonheur dans la saison 3 diffusée il y a 6 ans sur Canal+ à l'époque, où là on se focus sur Dale Cooper, où est-il, comment ça se passe, sur le mystère. Il y a plus ces petits histoires de love qui parasitent.
Pour moi, la saison 3, c'est la meilleure. Et j'ai pris un panard, mais hallucinant. Et je trouve que dans ces séries qui essayent de revenir, de machin et tout, c'est la seule qui a fait le job, quoi. Vraiment, pour moi, c'est la meilleure des saisons. Après, chacun ses goûts, évidemment. Oui, parce que ce que j'allais dire, c'est qu'en général, j'entends plus souvent l'inverse. Ouais. Ça fait bizarre et plaisir aussi de dire, tiens, en fait, non, ça... Je suppose que de toute façon, ça a marqué beaucoup de monde, mais voilà, en général, c'est plutôt la saison 2 qui déplaît. Qui déplaît, qui met tout le monde d'accord, genre, ouais, vous la saison 2. Ouais, elle est un peu plus relou parce que déjà plus longue, moins gérée par son créateur, ça se sent. Des intrigues secondaires, ça rallonge le truc. Nous, on était focalisés sur Bob, sur Laura Palmer. Là, on te met Windom Earl. Bon, c'était pas très 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 fou, c'était pas super intéressant. Après, il y a eu le film, totalement incompréhensible, mais le film, tu te dis, mais qu'est-ce que je viens de voir? Je ne comprends rien. Et film qui trouve ses réponses dans la saison 3. Quand tu découvres la saison 3, bah, du coup, tu comprends tout. Parce que tout le film, en fait, tu dis, ah la vache, mais le visionnaire, quoi, il savait déjà qu'il allait parler de ça. Enfin, j'ai vraiment gros respect pour cette troisième saison qui intervient, 25 ans après la saison 2. Et je crois qu'il y a cette phrase de Laura Palmer à la fin du dernier épisode de la saison 2 qui lui dit, nous nous reverrons dans 25 ans. Et je trouve ça fou qu'ils aient réussi à tenir le pari, quoi. Oui, c'est ça, se mettre d'accord, faire la production. C'est facile, hein, mais c'est le hasard parce que c'est Twin Peaks, c'était pour parler depuis déjà longtemps, ils s'étaient pas mis d'accord sur l'argent, sur la façon, sur le format. Donc, c'est un projet qui traînait. Et le fait qu'on ait eu pile poil 25 ans après, moi, j'ai dit, oh, yes, ça rajoute un petit peu dans la magie du truc et la mythologie de la série, quoi. Donc voilà, là tu es dans une période où globalement donc t'as pas le temps de regarder trop quoi que ce soit, forcément pour le travail prend beaucoup de temps et de la fatigue, et tu reprends les séries plus tard, à quelle époque, je sais pas. Là, j'ai pas de souvenir précis. J'ai pas de souvenir précis là tout de suite. Tu vois, par exemple, il y a eu tout un flot de séries fantastiques sur M6. Ils se sont engouffrés avec le succès de X-Files, mais il y a eu plein de séries sur des extraterrestres, sur des fantômes. Il y a eu Poltergeist en série. Ils avaient fait une série qui s'appelait The Visitor sur les extraterrestres. Ils avaient fait une autre série qui s'appelait je sais plus comment elle s'appelle, mais merde, non, je sais plus. Mais elle était pas mal. C'était un genre de X-Files avec un couple dans les années, pendant les années 50 ou 60, je crois. Et en fait, on s'apercevait que chaque gros événement qu'il y a eu dans la vie des Américains, en fait, c'est lié aux extraterrestres, que ce soit l'assassinat de Kennedy. Elle était pas mal, cette série. Mais non, après, pendant longtemps, j'ai plus regardé de série. Et là, je vois pas. C'est peut-être... Je sais que j'ai eu un gros regain de série, mais ça a été beaucoup plus tard. C'est Heroes. Quand Heroes a débarqué, ça a été un vrai phénomène. Heroes, ça fait partie des premiers téléchargements illégaux qu'on s'est échangés. Genre l'épisode est sorti hier aux États-Unis. Tiens, je l'ai sur CD. À l'époque, c'était sur CD. Alors, je devrais pas balancer ça, mais j'avais le monteur de la méthode Koei à l'époque qui kiffait les séries et qui me ramenait tous les lundis, c'était le tournage de la méthode Koei. Il me ramenait en version illégale. Tiens, l'épisode de la semaine dernière de Heroes. Et Heroes, sur la première saison. Oui. Ça m'a... Waouh. Après, c'est parti en sucette. Dommage. Mais la première saison, l'écriture est excellente. Oui. Excellente. Parce que dès le premier épisode, tu sais en gros comment ça va se terminer. Et le but du jeu, c'est de tout faire pour pas que ça se termine comme ça. Oui. Et c'était génial. C'était génial. Tous les personnages étaient super hauts en couleur, les pouvoirs différents. Puis c'est vrai que c'était une époque où voilà, les super-héros, c'est pas comme maintenant, on n'en bouffait pas matin, midi et soir. Non. Et c'était plutôt original. Donc Heroes. Puis surtout, c'était pas des super-héros qui étaient connus, installés. C'était des créas, quoi. C'est créa. Bon, après, évidemment, des super pouvoirs qu'on a déjà tous vus ailleurs. Le mec qui vole, la meuf qui se répare les blessures. Mais c'était fait intelligemment avec des jeunes. C'était plutôt pas mal foutu. Même dans la distribution, c'était très ouvert. Il y avait un Indien. C'était
Non, c'était pas. Moi, j'avais bien aimé Heroes. Dommage par la suite, ça c'est un petit peu. Je me souviens qu'il y avait eu la grève des scénaristes qui avait foutu la merde dans plein de séries. Vous avez dû faire une pause pendant très longtemps. En 2007, ouais. Voilà, le temps que les gens. Ah, on est déjà passé en 2007. J'ai fait un bond dans le temps. Je Je pense qu'il y avait Friends avant. Il y avait Friends avant. J'ai raté Friends, mais j'ai oublié Friends. Mais évidemment qu'il y a eu Friends. J'ai été touché par la Friends mania. J'ai mis du temps. Hein. Je suis pas rentré tout de suite dans le truc, mais pareil, je regardais ça sur Canal Jimmy. Et je me souviens les épisodes de Friends. Il y avait première diffusion le mardi soir en VO et le lendemain en VF. Et moi, je faisais partie de la team mercredi, la VF. Ok. Donc tous les mercredis soirs, je regardais Friends, et si jamais je tombais en VO, je disais non, j'attends demain pour regarder en VF. Et un jour, je me suis trompé. J'ai regardé le mardi. Je croyais que c'était mercredi. Et puis j'avais tellement envie de voir l'épisode en fait parce que je crois que c'était une suite, tu vois, un événement qui s'était passé, donc tu voulais voir la suite et tout. Ça devait être encore avec entre Ross et Rachel. C'est bon. Et pour le coup, je suis tombé sur la série en VO, je lui ai donné sa chance, et à partir du moment où j'ai découvert Friends en VO, j'ai complètement lâché la VF. Ah, c'était plus possible. Ah mais direct. Je fais mais non, mais c'est 1000 fois mieux, même si gros respect parce que je les connais, qu'il y en a même certains qui sont des amis. Donc vraiment gros respect pour le casting français, mais la VO, le rythme, les vannes, les rires enregistrés, ça passe mieux quoi, ça passe mieux. Et là tu sentais que en plus, c'est là que tu t'aperçois que il y a c'est pas des traductions, c'est des adaptations. Il y a des vannes qu'on comprendrait pas, mais encore que, mais il y avait des vannes différentes en fait. Je préférais la vanne d'origine et il y avait des vannes qui ont été ajoutées en français par le jeu, justement la connivence des comédiens entre eux, hein, surtout voilà du côté de Joey Chandler. Voilà, le copain de moi, c'est quelque chose qui n'existe pas en VO, et ça fait bizarre de le chercher quand on ne connaissait pas la série en VO. Il est où ce truc? Pourquoi il n'y a pas le copain de moi? Il dit pas. Et puis il y a des blagues qui fonctionnent que en VO, avec je crois que c'était un truc avec Riverdance. Il parle, il a ses jambes un peu comme ça qui bougent, ça fait bizarre, et il parle de Claude François alors que ça n'a rien à voir. Ouais, rien à voir. Mais bon, parfois t'es peut-être pas obligé d'adapter le texte. C'est compliqué de toute façon. C'est compliqué. Ouais, je pense. Mais Friends, bien. Ouais, première sitcom. Bon, à l'époque, il y avait Madame est servie, Cosby Show, des trucs comme ça. Mais bon, je t'ai dit, c'était une époque où on n'avait pas beaucoup de choix, donc on se tapait ce qu'on nous donnait, tu vois. Alors que par la suite, par la suite, moi j'ai connu vraiment l'explosion du câble, l'arrivée de Série Club, le 13e rue, Canal Jimmy, donc toutes ces chaînes qui proposaient d'autres séries que tu pouvais pas voir ailleurs. Le retour de Star Trek, moi je l'ai vu sur Canal Jimmy. Heureusement qu'il y a eu Canal Jimmy pour me faire découvrir The Next Generation. Alors Deep Space Nine, je l'ai raté, mais voilà, le Voyager, tout ça c'était cool quoi. D'accord. Et c'est vrai que là, quand on a parlé de Heroes, on a fait un bond, on était en 2006. Ouais, 2005. Mais tu vois, on se fait un... Voilà. Mais c'est vrai qu'après... Ça fait à la Côte Quantum. On va en avant, en arrière. Ça me va. Ça me va très très bien. Si t'as envie de remonter après tout dans le bon timing, bon courage. Mais j'aime bien faire des bonds comme ça dans le temps. Non, mais c'est vrai que... tu parles d'un truc, ça te rappelle une série que t'es passé à côté, que t'as vu 10 ans avant et tout, c'est... C'est justement peut-être pour ça aussi que tu fais tes premières séances, des choses que tu n'as pas vues, c'est ce trou qu'il y a. C'est ça. Le problème, moi, mes premières séances, en fait, où je découvre des films que j'ai jamais vus, mais c'est généralement des films qui sont connus de tous, quoi. C'est parce que je regardais 35 fois Star Trek, 42 fois Star Wars, 1200 fois X-Files. C'est parce que j'ai beaucoup regardé en boucle des trucs que je suis passé à côté d'autres. Donc je fais mes séances de rattrapage sur YouTube, c'est vrai. Et est-ce que tu penses qu'il y a des séries comme ça, une série ou des séries qui ont une influence sur ta vie privée, ta vie professionnelle, sur des choix que tu aurais pu faire? Alors là, comme ça, non, je vois pas. Alors heureusement, parce que comme par exemple, j'ai accroché de ouf sur Dexter, ça aurait été con que ça me détecte sur ma vie, tu sais, privée. Depuis, je suis devenu boucher. Depuis, j'ai une salle avec du plastique partout. Je t'invite à venir voir, voilà, si tu veux. Non, pas forcément. Oui, alors Star Trek plus dans l'esprit, tu vois. Moi, j'ai l'esprit très ouvert. Je suis issu d'une famille religion multiculturelle, j'ai de tout, j'ai des juifs, des musulmans, des catholiques, donc je me considère comme quelqu'un de hyper ouvert d'esprit, et cette série, ça n'a fait que renforcer mon côté on est tous humains, on est tous ensemble, et ça sert à rien de se montrer du doigt, quoi. C'est con.
Enfin, je me dis, là, le jour où un extraterrestre va débarquer, on va même pas le regarder parce qu'on se prend déjà la tête entre nous, alors que ça va être, ah regarde, il est petit, il est gris, il bave. Oui, ou alors il va tous nous zapper, genre oh là là. Non mais des notions de racisme, pour moi, j'arrive pas à comprendre le concept, tu vois. Je suis tellement bercé par ça depuis que je suis gamin, Star Trek et compagnie, on est tous unis, on est tous pareils, quoi, on est tous pareils. Donc c'est des concepts que j'arrive pas à comprendre. Voilà, l'intolérance, des choses comme ça. Donc oui, je dirais Star Trek, mais bon, j'avais déjà ça en moi. Oui, ben voilà, mais ça n'a fait que renforcer, donc voilà. Ça, malgré tout. Donc ça m'a fait plaisir de voir une série intelligente qui pensait un peu comme moi, quoi, tu vois. C'est clair. Et en parlant de Star Trek, tout ça, moi, il y a une série que souvent je remets sur la table, c'est The Orville. Ah, génial. Qui, moi, m'a fait penser à beaucoup à Star Trek comme je l'aimais. Oui. Parce que quand c'est arrivé en même temps que Star Trek Discovery. Discovery, mais pareil, mais voilà, tu fais vite ton choix, quoi. Ouais. Moi, je suivais les deux, hein, j'ai suivi les deux, vraiment, je vais donner sa chance à Discovery, je suis allé jusqu'à la saison 3, je crois, mais à chaque épisode, j'en pouvais plus, mais comment il bafoue l'esprit Star Trek. Voilà, mais je l'avais tweeté à l'époque, je dis, c'est fou quand même, t'as une série qui s'appelle Star Trek, mais si vous voulez retrouver vraiment l'esprit Star Trek, faut regarder The Orville. J'ai fait le même tweet. Le vrai Star Trek, c'est The Orville, en fait, c'est eux qui ont tout compris, et c'est eux la vraie relève. Parce que tu sens que le créateur, c'est un fan de Star Trek, et on l'a vu, hein, moi, je sais pas si t'as vu, il a montré des images de courts-métrages qu'il faisait quand il était gamin. Et un de ces courts-métrages, il est en capitaine de vaisseau Star Trek, avec les fringues Star Trek. Ils ont recréé la passerelle. Et le mec, il est premier degré. Il est premier degré à fond. Ouais. Donc, moi, je me dis comment il a eu le droit de faire ça, parce que c'est... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, là, c'est vrai que c'est à la limite du plagiat. C'est limite, parce qu'on n'est pas dans la parodie. Certes, il y a de l'humour, mais c'est pas parodique. Non. Ça se prend au sérieux. C'est ce qui a été dangereux pour eux, c'est qu'au départ, comme c'était Seth MacFarlane, Family Guy, etc., ils se sont dit, il va faire une parodie d'eux. Ça va être une banane. Et non, c'est pas une parodie. Et non, les gars, c'est juste que c'est un peu plus léger, on va dire dans les rapports humains. On est moins dans ce côté hiérarchique, les règles, les machins et tout. Là, bon, on est un peu plus entre potes, mais les thématiques sont là. Je sais pas si tu as vu la 3e saison Oui, je viens de terminer un podcast qui les revoyait tous. Écoute, l'épisode sur l'enfant sur Topa. Ouais, The Tale of Two Topas. Ouais. J'en ai chialé. J'en ai chialé de cet épisode. Et je dis, mais quelle intelligence. Mortelle. Ouais, et voilà, sous forme d'extraterrestres, futurs et tout, on parle de sujets actuels, en fait. Ouais, clairement. On renvoie à nous-mêmes, quoi. Et très très bonne série. Voilà, moi, tous les gens qui n'accrochent pas avec Star Trek, je leur dis, regardez The Orville, vous allez kiffer. C'est obligé. C'est obligé. Ouais. Moi, j'essaie de leur conseiller, surtout que maintenant sur Paramount Plus, il y a Star Trek Strange New Worlds. Allez-y, vraiment. Si vous connaissez pas trop Star Trek, je pense que c'est une bonne porte d'entrée, en fait. Complètement. Parce que ça revient suffisamment en arrière, ça fait plaisir aux fans, parce que il y a des petits trucs comme ça par là, mais c'est pas trop appuyé. C'est ça. C'est vrai que si t'as pas vu ce qui se passe avant, bah tu captes quand même la série, quoi. C'est peut-être une très bonne porte d'entrée. Ouais, vraiment top. J'ai hâte de voir la suite. Donc je sais pas s'il va y avoir une suite à The Orville. Je crois pas. Pour l'instant, ils sont toujours. C'est dommage. En plus, le dernier épisode était complètement fou. C'est dommage. Pourquoi moi ça me vénère quand il y a des bons projets comme après c'est vrai que c'est des histoires de goût, tu vois, j'ai l'impression que quand je dis bon projet, c'est un bon projet pour moi mais peut-être pas pour mais quand il y a une bonne série, elle se termine tôt alors que il y a des séries pourries qui ont 75 saisons et ça continue et on leur donne du pognon alors que j'arrive pas à comprendre, c'est fou, quoi. Ouais, là, ça va être compliqué parce que je voyais bien justement le monteur justement de The Orville qui montrait quand on discutait un peu, qui montrait les trucs qui travaillent sur Ted, la série Ted qui est en train d'arriver, tout ça, et ça n'a pas l'air d'être vraiment au goût du jour. Au goût du jour, et pourtant ça fait depuis fin d'année dernière qu'ils disent oui, vous inquiétez pas, on vous oublie pas, mais je pense que les discussions sont très compliquées. Parce que moi, je trouve que là, on avait trouvé vraiment le bon format. La saison 3, les épisodes sont beaucoup plus longs, ils font plus d'1 heure. Et j'ai trouvé ça hyper agréable. C'est un peu plus sérieux. On est moins dans l'humour, un peu la gaudriole qu'on a eu pendant les 2 premières saisons. Il y a un vrai changement de direction. Et les histoires sont folles. Les histoires sont mortelles.
Ouais, mais bon, en tout cas, ici, on Ouais. aura. En tout cas, la saison 3 se termine d'une façon à ce que, bon, bah voilà, il y a ouais, une espèce de fin, happy end, ouais, une petite, ouais. si on veut. Bah écoutez, on vous conseille en tout cas, c'est des dispos sur Disney+. The Orville, c'est vachement bien. Ouais, c'est sur Disney+, Ouais. effectivement. Attends. Parce que je sais que donc moi je suis en Belgique. En Belgique il y est. Je sais qu'en France c'était pas le cas, c'est arrivé après. En Et France, il y a eu les 2 premières saisons, la 3e elle a mis du temps avant d'arriver, mais maintenant elle est dispo sur Disney+. Ok, d'accord, parce que je sais que c'était Warner, puis maintenant, enfin. Tu es belge ? Oui. Fred, Monsieur Cyril est belge ? Mais qu'est-ce que t'as fait, ton accent, il est où ? Ah bah je l'ai laissé. Ah, il y en a pas là. Me dis pas que tu fais le français pour moi quand même. Hein. Ah non. Bah parle naturellement, je t'en prie. Hein. Tu peux parler avec des bouchées si tu veux. Moi j'adore l'accent belge. Ah, je craque pour l'accent belge, j'adore ça. Eh ben j'en ai pas. J'en ai pas. Ouais, mais c'est bien dommage. Hein. Escroc que tu es. Je suis un escroc, effectivement. Escroc. Donc là, entre tout ça, oui, on repart donc de Heroes, et entre voilà, Heroes et maintenant. Heroes et maintenant, alors oui, il y a plein de séries évidemment. Bon bah Dexter, comme je t'ai dit, j'ai adoré, moins la dernière saison et beaucoup moins le dernier épisode. Il y avait Prison Break à l'époque qui était bien aussi. J'étais à fond dans Prison Break, j'adorais cette série. Mais évidemment, je regardais le générique original plutôt qu'en français. J'adorais la musique originale, je sais pas pourquoi ils l'ont remplacé par un vieux rap qui n'a rien à voir avec la série, avec les paroles n'ont rien à voir. T'as l'impression qu'ils ont pris un truc, ils l'ont collé comme ça, mais alors que la musique originale elle est top. C'est Faflarage. Ouais, c'était Faflarage, ouais. J'ai jamais compris. Et pour moi, cette musique ne correspond pas à la série puisque je la regardais en VO de toute façon, donc j'avais la vraie musique quoi. Voilà. Ouais, Dexter, c'était mon petit rendez-vous. Ouais, j'avoue, j'aimais bien. Je me mettais dans le noir et tout, je me mettais dans l'ambiance avec du sang, du plastique autour, de ces jamais. Du sang et tout. Bien. Alors, tu vois, par exemple, une série comme Game of Thrones. Ouais. J'ai mis beaucoup de temps avant de m'y coller parce que étant, comme je t'ai dit, passionné de science-fiction fantastique, j'aime bien les nouvelles technologies, les trucs un peu futuristes, tu vois, trucs qui se passent à l'ancienne, où il y a pas d'internet, où il y a pas de chauffage, il y a pas de portable et où ta cape elle traîne par terre et tu prends un bain tous les 8 ans. C'est pas mon délire, du tout, mais vraiment pas. Et c'était horrible parce que c'était un putain de phénomène de mode. Ouais. Tout le monde autour de toi ne parlait que de Game of Thrones. J'en pouvais plus. Moi, je faisais des réunions de potes, des séances barbecue. Les mecs, le seul sujet de conversation, c'est « Oh là là, et t'as vu le roi et machin, et oh l'autre avec la tête coupée, et tu crois que... » Et quand toi, t'es pas dans le délire et que t'as vu 0 épisode et tu sais pas de quoi ça parle, bah ça te gonfle, en fait. Tu dis « Mais les gars, vous voulez pas parler d'autre chose ?» Ouais. Et donc, comme j'aime pas trop faire comme les autres, bah, j'ai pas regardé. J'ai mis 4 ans, voilà, pendant la diffusion de la 4e saison. Bah, moi, j'ai commencé la première. C'était un été. J'avais rien à mater. J'avais rien à faire. Je partais pas en vacances. Je me faisais chier. Et j'ai un pote qui m'avait prêté le coffret en me disant, mais tu vas voir, franchement, c'est chambé. Regarde et tout. Ouais, ok. Je mets le premier épisode. Déjà, je suis perdu. J'ai trop de noms. Trop de gens différents. Ça part de et les machins et trucs. Et je comprends rien. Et je me dis, mais vraiment, ça va me faire chier, quoi, cet univers. Comment ça me prend la tête, quoi. Et jusqu'à la dernière image où t'as Cersei, qui fait des trucs avec son frère, qui se fait prendre par derrière, pardon pour le spoil, oui. Avec le petit Stark qui est témoin de la scène. Et le frère qui le jette par la fenêtre, quoi. Et ça se termine comme ça, en plein cliffhanger, où tu dis, mais non, mais ça commence, pourquoi vous m'arrêtez l'épisode comme ça, là, maintenant? C'est là que ça commence. Et à partir de là, j'ai été accroché. Juste la chute, où je me dis, oh, putain, il est témoin d'un truc qu'il aurait pas dû voir, et ils sont débarrassés de lui, alors qu'ils sont les invités du gars et tout. Là, je me suis dit, ah, ça y est. Et j'ai regardé, j'ai kiffé de plus en plus. Et en fait, je me suis binge-watché les séries, quoi. Je me suis enchaîné les saisons, mais un truc de ouf. Mais, tu sais, mais vraiment, putain, je commençais le soir à 19h jusqu'à 6h du matin, je m'enchaînais tout. Et je me souviens que l'épisode des Noces pourpres, je crois que c'est la saison 3, un des épisodes qui m'a le plus marqué parce que, évidemment, il y a toujours un épisode qui va te marquer plus que les autres dans cette série. Et très souvent, c'est l'avant-dernier épisode qui est très, très violent.
Et là, je dois te rappeler des Noces pourpres. Il se trouve que là, il est 5 heures du matin. Je sais pas combienième épisode que je m'enchaîne. Et je commence à loucher, tu vois. Mes yeux commencent à se fermer. Et là, je sens qu'il se passe un truc. Je sens qu'il se passe un truc ultra important. Et je me laisse pas m'endormir, tu vois. Non, papa. Je me réveille, tu sais. Alors, j'aurais très bien pu mettre sur pause, aller me coucher et me dire, on reprendra ça. Non. J'ai rallumé la lumière, je suis allé me prendre une petite boisson. J'ai remis 5 minutes en arrière. Tu sais, j'ai ouvert mes yeux comme ça. Allez, on y retourne. Mais là, j'étais à fond. Et je me suis dit, mais dire que j'ai failli m'endormir sur cette scène, mais n'importe quoi. La scène qui m'a le plus marqué. Et Game of Thrones, ouais. Pareil, ouais, bon, dernière saison intéressante, mais dernier épisode qui m'a un petit peu déplu. Bon, on avait vraiment tellement d'attentes sur cette série, on se faisait tous des projections de ce qu'on voulait voir et voilà. Mais peut-être que maintenant, alors que je me suis peut-être plutôt intéressant ce qu'ils ont fait et j'ai accroché direct, évidemment, House of the Dragon, ce qui est un gros avantage quand tu connais déjà Game of Thrones, mais tu reviens à la maison, quoi. Tu reconnais les décors, yes, putain, tu reconnais les endroits, les gens, les noms de famille qui reviennent. Oh, il y a du Stark, c'est intéressant et tout. Donc, j'ai été super accroché dès le début. J'ai adoré la première saison de House of the Dragon. J'ai adoré, j'ai trouvé ça mortel. Et donc voilà, donc je me dis, bon, ouais. Les préjugés, c'est beau, c'est sympa et tout, mais quand t'arrives à aller au-delà de tes préjugés, bah voilà. Et parfois c'est une réaction un peu qu'on a comme ça, c'est que quand on t'a saoulé tellement avec quelque chose, tu dis c'est bon, je le fais. Ah, c'est bon. Ouais, mais moi ça me saoule. Vraiment quand tout le monde regarde le même truc et tout, ça me saoule, quoi. Donc Squid Game, je suis très content parce que j'ai réussi à le regarder avant l'explosion de tout le monde, tu vois. Je me baladais sur Netflix, j'ai vu ça, j'ai juste regardé un peu la bande-annonce. Ouais. Oh, un jeu, tu peux mourir. Ah, c'est intéressant ça. Et le problème de Squid Game, c'est que j'ai commencé le premier épisode à 21h et j'ai fini la série à 5h du matin. Je me suis tout enchaîné en une nuit, quoi. Je me suis binge-watché tous les épisodes. Je crois que je l'ai revu une deuxième fois après par la suite. Et j'ai beaucoup aimé. Tu es plutôt du genre à binge-watcher alors. Non, enfin, oui, mais c'est pas bien. C'est pas bien. Oui. Là, c'est pas bien parce que là, je le vois avec des séries que je regarde. C'est bien aussi d'avoir une semaine pour cogiter, pour attendre, c'est bien d'attendre aussi. Tu vois, le côté enfant gâté, on te donne tout d'un coup et tout, allez hop. Ouais. Et quand tu la binge-watch, tu t'apprécies pas la série à sa juste valeur. Tu la regardes pas de la même façon. T'enchaînes les trucs, donc les événements restent moins focus dans ton cerveau, enfin, en tout cas dans mon cerveau, que si il y a un épisode par semaine, au moins j'ai toute la semaine pour y cogiter, pour y repenser, me faire des théories, des trucs, des machins. Et voilà, t'as le côté attente et ça y est, yes, c'est le jour de la série. Voilà, tu vois, par exemple, hier, il y avait le dernier épisode de The Last of Us. Ouais. J'étais trop content, voilà, de le voir, j'avais hâte. Mais parfois, c'est pas plus mal d'attendre un peu. Oui, d'autant plus que vu le nombre de séries que l'on a actuellement. À dispo, c'est bon, quoi. Tu peux regarder autre chose en attendant. Si vraiment t'es en peu plus, Il y a de quoi faire. Il y aura toujours de quoi faire. Évidemment, il y a de quoi faire. Quand on me dit j'ai pas de série à regarder, je comprends pas. Non, c'est pas possible. Avec toute l'offre qu'il y a, le nombre de séries qui existent maintenant, c'est impossible. C'est impossible. T'es obligé de trouver chaussure à ton pied, quoi. Oui, clairement. Mais c'est vrai que je suis partisan du. J'ai bingé aussi avant, ou quand je regardais les DVD, un DVD, je regardais tout le DVD, genre là. On l'a tous fait, bien sûr. On l'a fait. Mais c'est vrai que le côté rendez-vous, comme ça, ouais. On est jeudi, c'est ça. On est vendredi, il y a ça. C'est un plaisir quand même. Mais c'est un petit kiff, tu l'attends toute la semaine. Voilà. C'est un vrai petit plaisir. Alors, ce qui est bien, c'est quand t'as plusieurs séries étalonnées sur plusieurs jours. T'as ton kiff du lundi, t'as ton kiff du mercredi, t'as ta semaine qui est faite. Un peu voilà. Voilà. Moi, le lundi, c'était The Last of Us. Maintenant, le mercredi, je sais que c'est The Mandalorian. Voilà, j'ai mes petits rendez-vous comme ça. Effectivement. Ouais. Moi, c'est le vendredi, c'est le moment où c'est Apple TV avec. Là, ici, c'était Shrinking et Hello Tomorrow. Voilà. Sur Apple TV+. Mais j'ai pas, voilà, c'est la seule que j'ai pas. Mais moi, c'est celle que je préfère. Mais il paraît qu'il y a des séries assez quali sur cette plateforme. Voilà, donc c'est vrai que moi, le vendredi, je sais qu'il y a des séries qui arrivent dessus et je fais c'est bon, yes, c'est mon moment. Je peux m'installer, c'est mon moment. Il y a Ted Lasso qui va revenir ici dans quelques jours et je fais c'est cool, je suis vraiment content. Ouais, il nous faut peu pour être heureux.
Bah écoute, on se contente de peu de choses, hein, voilà. Voilà. Des pop-corn, notre petite série, et puis c'est parti. Et justement, bah, là, on arrive au temps, voilà, que j'avais imparti pour tout ça. Donc, The Last of Us, j'ai bien compris que c'était une série qui, là, tout de suite, en ce moment, ouais, ça a fonctionné. Sur moi, ça a fonctionné. Voilà, ça a fonctionné parce que j'ai eu l'avantage de totalement oublier le jeu. Je l'ai fait il y a tellement longtemps sur PS3. Et puis moi, je suis du genre à zapper les cinématiques, tu vois, pour jouer. Donc, j'ai redécouvert. Mais je sais que tous les gens qui ont encore le jeu frais à l'esprit ont été un peu déçus parce que parfois du copier-coller, parfois du... Oui. Bon, voilà. Mais moi, je l'ai vu avec un œil nouveau et ça a marché. J'ai chialé sur 2 épisodes et demi. Donc, vraiment, ça a fonctionné. Et si tu avais juste une série à conseiller à tout le monde là maintenant? Je l'ai, mais évidemment, bien sûr. Oui. J'en ai même pas parlé, je l'ai gardé pour la fin. Ouais. Moi, il y a une série, si je devais alors pourtant, je t'ai dit, X-Files, c'est ma vie. Twin Peaks, c'est ma vie. Star Trek, c'est ma vie. Mais si je devais garder une seule série, c'est la série Légion. Ah oui. Alors, la série Légion, c'est un petit peu le même phénomène dont je t'ai parlé tout à l'heure avec VR5. C'est vrai que j'ai l'impression d'être le seul à avoir vu une série, mais tellement high level en qualité visuelle, en qualité, en la façon dont l'histoire est racontée, en jeu d'acteur, en musique, mais tout est parfait dans cette série. Moi, j'aime beaucoup les séries originales qui sortent du lot, qui te racontent une histoire déjà qui n'est pas banale, mais je mets vraiment un point d'honneur à la réal. Tu vois, la réalisation, si ça sort, t'as des séries comme Flash, des séries de super-héros comme Flash. Il y a des effets spéciaux plus ou moins bien faits suivant le budget qu'ils ont, mais ça va être tout le temps le même procédé de narration des épisodes. Ça va être des chants contre chants. Voilà, la réal va pas être folle, tu vois, ça va pas briller par sa réal. Et puis t'as des séries comme Légion qui parlent aussi de super-héros, mais d'une autre façon. Mais voilà, je veux pas trop en dire, parce que si je commence à trop en dire, je vais rentrer dans les détails. Il y a 3 saisons sur Disney+. Il y a 3 saisons sur Disney+, c'est des pépites, les amis. Et je vous jure que si toutes les séries Marvel étaient faites sur ce modèle-là, mais il y aurait tellement plus de qualité, de gens devant, quoi. C'est-à-dire que t'as She-Hulk d'un côté, ok, et puis t'as Légion. Et ça n'a rien à voir, et tu sens vraiment la patte d'un vrai créa. C'est deux publics. Ah non, mais ça n'a rien à voir. Non, mais c'est totalement barré. Je te dis, c'est révolutionnaire dans le montage, les images, c'est fou. C'est le projet qui m'a le plus mis une claque, quoi. Je l'ai pas vu, mais il paraît. Vraiment. Non, c'est là je l'ai vu. C'est là je l'ai vu. J'avais fait Légion, tu l'as vu une des vieilles vidéos que j'avais fait sur ma chaîne YouTube. Je parlais du pilote quand il était sorti parce que c'était dingue. T'as suivi les 2 autres saisons après pour la suite? Ouais, j'ai bien suivi ça. Mais il paraît que Loki, que ça par contre je n'ai pas regardé, avait un truc qui ressemblait un peu. Alors c'est pas aussi poussé. Non. Mais pour une série Marvel, c'est plutôt mignon. Ouais. Il y a des petites, il y a pas mal d'inventivité, il y a pas mal de créa, il y a un style, il y a quelque chose. D'accord. Il y a quelque chose. Ouais. Même tu sais dans les objets qu'ils ont créés, ils ont créé un style en fait rétro-futuriste plutôt intéressant. Et même la série est pas trop désagréable à regarder. Et plutôt de toutes les séries qui sont sorties Marvel, c'est la plus. Parce qu'il y en a tellement, faut pouvoir sortir. Ouais, j'avoue. Moi, j'avais bien aimé WandaVision aussi. J'avais beaucoup aimé le délire. Qui est un hommage à la télé, aux séries télé justement, totalement assumé. J'avais bien aimé les premiers épisodes pour ça. Je me disais, ils ont bien compris le truc, c'était sympa. Puis quand c'est parti sur vraiment ce que c'est, j'ai fait, ok, c'est plus. Il y a que le dernier en fait qui revient dans un mode un peu plus classique. Mais jusque là, tous les épisodes étaient un hommage au sitcom au travers les décennies des années 40 à nos jours, et c'était tu voyais des clins d'œil à tellement de séries, à Malcolm, Madame est servie, à ma sorcière bien aimée, à même des séries qu'on n'a pas eu nous en France mais qui ont cartonné aux États-Unis. Et c'était un super bel hommage. Ils l'ont poussé parce que quand ils ont tourné les épisodes en mode sitcom années 40-50, ils avaient fait venir du public pour avoir les réactions, les rires enregistrés. Ils avaient habillé le public en fringues des années de l'époque. C'était un truc de malade, quoi. Ils l'ont poussé loin, l'histoire. Mais vraiment, les amis, Légion, c'est pas. Visuellement, vous allez en prendre plein les yeux.
Et alors, sans parler de la bande son, elle est complètement ouf. Et puis surtout, le cerveau, dès le pilote, il est mis à l'envers. Ah non, mais complètement. C'est très très agréable de se faire trimballer comme ça. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Une vraie expérience. Voilà, on va terminer sur Légion. Alors, merci à toi pour ton temps et tous ces souvenirs-là. Mais avec grand plaisir, Monsieur Seri. Tu sais quoi, le fait de reparler de Légion, parce que j'en parle assez souvent en fait dans mes live Twitch, dans mes vidéos YouTube, je le place dès que je peux parce que j'ai envie que le plus grand nombre connaisse cette série pour voir justement ce que c'est qu'une série entre guillemets dite de super-héros, alors que vraiment pas du tout, avec un autre traitement beaucoup plus adulte et beaucoup plus intéressant, et qui flirte comme ça avec la schizophrénie. La thématique est vraiment sympa, et ça m'a donné envie de la revoir une 4e fois, je crois. J'ai dû me la taper 3 fois déjà, je vais me la revoir une 4e fois. Ben voilà. Quand on aime, on ne compte pas. Oh non, non, bien sûr, on ne compte pas, effectivement. On va terminer sur ces bonnes paroles. Donc, on peut te retrouver donc sur Instagram, Twitter, donc Miko... Mick officiel. M-I-K officiel. Voilà, c'est plus facile. Je vérifiais quand même s'il n'y avait pas le 2O. Je me suis dit non. Mick officiel attaché sur tous les réseaux, YouTube, Twitch, n'importe où. 3615 Mick officiel, vous m'en trouvez. Sur YouTube, sur Twitch, avec sur pas YouTube, mal de vidéos. Je fais des lives sur Twitch à peu près tous les soirs, des vidéos sur YouTube à peu près tous les soirs à 20h. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'être là à 20h, vous pouvez les voir quand vous voulez. C'est l'avantage avec YouTube. Effectivement. Voilà, bon, merci à toi, et puis bonne continuation dans tous ces épisodes, toutes tes premières séances. Et, Eh bien, merci beaucoup, et longue vie et prospérité à toi. Et à vous tous.